Je suis venu en paix. Et si le trafic de drogue était en fait un problème à l'échelle galactique et qu'un alien débarquait chez nous pour y drainer sa drogue? L'endorphine dans notre propre cerveau. Les flics dans la vie, dans les films et dans les séries ont déjà eu du mal à s'attaquer à ce problème. Alors si les E.T. s'en mêlent, on va se retrouver dans un vrai merdier. Heureusement, le détective Jack Kane, aux méthodes musclées, va se lancer après lui, aidé en cela d'un jeune agent du FBI, Harwood Larry Smith, complètement à l'ouest. Merde. Bonjour. Ken, je vous présente l'agent spécial Smith. C'est une blague? Du calme, Ken. Police d'écriture de L'Arme Fatale pour le titre, un peu de Eden, de Predator, de Critters, d'Highlander, de Commando, de Terminator. Dark Angel est un melting pot de plein de films d'action, sévèrement burné, avec insultes homophobes, le mot PD étant cité un nombre incalculable de fois, et blagues pourries, et qui devrait être oublié aussi vite qu'il a été vu, si le côté SF n'était pas si bien foutu. Fermez-la! En réalité, vous êtes Turner, c'est ça? Commençant par l'arrivée de l'E.T. belliqueux, on se retrouve très vite pendant le générique sur un braquage des scellés du FBI où deux hommes vont voler de la drogue, puis faire exploser complètement l'immeuble. S'ensuit l'apparition du héros qui pendant une transaction avec un parrain de la drogue, joué par Bob, le Bob du jour des morts vivants. Davis, c'est ça, oui, Jeff Davis. Eh bien, monsieur Davis... Kane, notre héros, doit gérer un braquage, celui qui va lui faire perdre l'écoute de la transaction et en même temps celle de son partenaire, vite tué. Réponds, merde! Un second alien, à la recherche du premier, va débarquer histoire d'en rajouter un petit peu. Bon, il faut attendre à peu près 50 minutes pour que les deux se rencontrent, le héros et l'alien méchant. Mais une fois fait, les explosions déjà impressionnantes pendant le film deviennent folles, comme si le budget pour tout faire péter était illimité. Ces explosions vont être travaillées par Bruno Van Zibrock, 17 ans d'expérience, et notamment sur Predator, Le Retour du Jedi, The Thing, Dune, Action Jackson, oui on y arrive bientôt, Roadhouse, Piège de cristal, Alien 3, Le Village des damnés, Fair Game, bref, un roi de l'explosion. On ne se souviendra pas du film pour son jeu d'acteur ou ses plans bien loin d'être des plans immortels, mais les explosions vont rester en mémoire grâce au travail de ce technicien hors pair. Le film est réalisé par Craig R. Baxley. Il pense que l'essentiel dans ce projet, c'est de le rendre crédible. Oui, crédible. Il le dit lui-même, les relations entre cause et effet doivent être claires pour ne pas perdre le spectateur en route. Bon, Dark Angel est loin d'être un traité de philosophie, il faut quand même se l'accorder, nous pouvons regarder le film, Bexley rajoute que si le spectateur y croit à cette histoire, il s'impliquera comme si cela lui arrivait à lui et que c'est ainsi qu'il réagirait. Parce que tout le monde a bien sûr un flingue à la main pour pouvoir se débarrasser des E.T. C'est bien les années 80-90, qu'est-ce qu'on pouvait débiter comme conneries. Vous êtes tous les mêmes, vous, au FBI. Vous êtes comme ces tribus en Afrique. Celles qui disent le contraire de ce qu'elles pensent. Alors au départ, le film devait s'appeler Lethal Contact, donc on est pas loin du Lethal Weapon, l'arme fatale, et donc on changera le titre en Dark Angel. Aïe!
Oh non, merde! Il sort en juin 1990 en France, hein, alors qu'il ne sortira aux États-Unis qu'en septembre, donc on l'a bien avant, sous le sous-titre I Come in Peace, phrase culte des Aliens. Je pense que ce titre d'ailleurs aurait dû rester parce que Je suis venu en paix est bien plus accrocheur que l'ange sombre d'Archangel. Baxley a débuté et fait ses premières armes sur la série L'Agence Touriste, hein, dont il règle aussi les cascades, c'est un cascadeur au départ, puis son premier film Action Jackson, hein, avec Carl Weathers, le Apollo Creed des Rocky, et un casting de fou, hein, puisqu'il y a Sharon Stone, il y a Vanity, il y a Greg Nelson, enfin il y a plein de monde, mais dont l'histoire était trop cliché, ne fera pas de date, sauf pour les amateurs du genre comme nous, gros bras, belle fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Jack, écoute, Ce trou de cul? Il était donc cascadeur, hein, dans les années 70 et géra les cascades de films comme Les Guerriers de la Nuit, je sais, vous me l'avez beaucoup demandé, on va y travailler, Predator, Rollerball et un nombre incalculable de séries télé. Il finira à la télévision, hein, d'ailleurs, hein, avec des mini-séries tirées de Stephen King en réalisation, hein, je parle, hein, comme Rose Red ou La Tempête du siècle, Kingdom Hospital et plein d'autres. Dark Angel sera quand même tourné au Texas en 48 jours, nuit comprise, hein, ce qui est très très peu grâce au talent de Baxley pour sa préparation des plans. Certaines nuits, hein, ils arrivaient à tourner jusqu'à 25 scènes, ce qui est absolument énorme, dont les passages extrêmement explosifs. Ce qui est assez fou quand on y pense. Alors Baxley, technicien en expert en cascade, a réussi à cet exploit avec le souci de la sécurité très bien réglée et les délais respectés. Il se dit à l'époque être influencé par Norman Jewison, Alan J. Pakula, ce qui est quand même très très drôle quand l'on visionne ces films qui sont bien loin de ceux de ces deux réalisateurs, mais assure que sa priorité est l'émotion plutôt que l'aspect physique spectaculaire. Bon, sur Dark Angel, il ne montre pas trop, hein. Reste que l'efficacité y est certaine, surtout dans le final. Sa réalisation sur Dark Angel, hein, au découpage plutôt approximatif, est bien plus centrée sur ses explosions d'ailleurs que sur les dialogues ou les scènes de vie. Bien moins intéressantes ici et surtout parfois ridicules. Et promets-moi de venir avec moi chez ma mère, je me fiche du reste. Promets-le-moi exactement comme tu fais avec tout le monde. Le scénario pourtant, hein, de Jonathan Tyder, mais surtout de Leonard Mash Jr., qui est un pseudonyme pour David Koepp, et oui, c'est son premier scénar, celui qui va nous écrire au cinéma des Jurassic Park, puis Le Monde Perdu, sa suite, La Mort vous va si bien, L'Impasse, hein, avec Al Pacino, film de De Palma, The Shadow, le premier Mission Impossible, Snake Eyes, encore un De Palma et Nicolas Cage, Hypnose, qui va même réaliser, Panic Room de Fincher, le Spider-Man de Sam Raimi, La Guerre des Mondes de Spielberg, puis se perdra sur le 4e Indiana Jones qui n'existe pas. C'est l'arme du crime, hein? Nous avons aussi pour la musique Jan Hammer, hein, très très connu des fans de score, puisque c'est lui qui a fait la musique de Deux flics à Miami, hein, sur toute la série. Toujours électronique ici, hein, les symptomatiques de ce qu'il nous avait donné sur cette série Deux flics à Miami. Plusieurs thèmes mais peu développés, hein, le film étant assez court. La musique ne fut jamais éditée nulle part et certains fans du compositeur l'attendent avec avidité. Qui sait, un jour, peut-être, nous aurons droit à un miracle. Vous avez vu comment il se marre, ce PD? Il tue mon coéquipier, il va passer Noël à Rio. Je crois qu'on a affaire à des étrangers, mais pas de Mexico. En fait, ils sont deux. Il y en a un qui est le tueur, et je crois que l'autre est de notre côté. Dolph Lundgren sort du Punisher, hein, d'ailleurs on voit à ses cheveux que le blond revient peu à peu, mais que sa couleur sombre pour le rôle de Frank Castle est toujours là. Il veut changer de rôle et élargir un petit peu sa palette d'acteurs, hein, sentant que les gros bras commencent à perdre pied, après surtout les échecs des maîtres de l'univers, et puis le Scorpion Rouge, hein, et enfin le Punisher. Bon, je ne sais pas si ce film aura vraiment aidé sa carrière, hein, mais clairement il n'est vraiment pas non plus très bon, et le doublage de Michel Vigné, hein, bien que toujours excellent d'habitude, nous rappelle ici trop Steven Seagal.
Ce Michel Vignet doublera Michael Wincott, tiens d'ailleurs où est-ce qu'il est celui-là, le méchant de The Crow, Robin des Bois, Prince des voleurs ou Strange Days. Il doublera aussi Mickey Rourke, Patrick Swayze, Ron Perlman, Chow Yun-fat ou Stallone dans Haute Sécurité. Il reste que Lundgren fait ce qu'il peut, mais le film met bout à bout des punchlines plutôt médiocres, il faut le dire, ce qui n'aide pas Lundgren à nous donner un rôle bien consistant malgré le fait qu'il en soit lui persuadé. Mais c'était pas tout à fait ce qu'on aime chez les Yakayo. Va te faire en plein trépédé. Bruce Willis ayant changé la donne avec Piège de cristal l'année d'avant, on sent bien que Lundgren cessait à faire un flic triste, désabusé et tout ça, mais sa prestation ne restera pas, et pour le film et pour le personnage, la règle du film bourrin étant le principal atout de ce film. C'est quoi ton prénom en fait? Harwood. Quoi? Harwood. Mes amis m'appellent Larry. Alors moi je l'avais vu en VO en laserdisc à l'époque, et il faut avouer quand même que la voix de Lundgren et surtout celle de Brian Benben sont beaucoup plus intéressantes que les voix françaises qu'on leur a mises. Ça les rend un petit peu moins stupides. Excusez-moi, monsieur Kane. Seulement dans mon grade, je suis l'homme le plus jeune du bureau et je fournis 2 fois plus de boulot que vous. Donc, aux côtés de Dolph Lundgren, nous avons donc Brian Benben qui joue l'agent Smith, qui est connu pour son rôle dans l'excellente série Dream On, 119 épisodes quand même. C'est vraiment une série que je vous conseille de voir. Très difficile à trouver, il n'y a eu qu'une saison en DVD de sortie en France, et qui aura le premier rôle dans un film qui se vautrera comme une loutre sur une plage, Radioland Murders de Mel Smith, produit par George Lucas, et oui, encore le bonhomme, qui n'était pourtant pas si mal. Il y joue ici un jeune agent du FBI, très très proche des règles, le contraire du personnage de Dolph Lundgren, et il va l'empêcher d'avancer à chaque centimètre. Et bien sûr, ce qu'on préfère dans le film, nos deux aliens, le gentil Azek et le méchant Talek, joués respectivement par Jay Bilas et Matthias Hughes, dont ce dernier jouera dans quelques films comme Kickboxer 2 ou Star Trek 6, où il joue un général Klingon. Les E.T. sont absolument gigantesques sur leur talon compensé et impressionnants par leur taille. Du blanchi. Une drogue inestimable. D'où je viens. Comme le sang colorisé du Predator dans le premier film et le deuxième, vous avez ici un sang d'alien qui ressemble plus à du fromage blanc. Je suis venu en paix. Ils sont armés jusqu'aux dents et ont par exemple un disque de la taille d'un CD lancé lui à toute vitesse, filmé du point de vue de celui-ci, comme la boule tueuse dans les fantasmes de Don Coscarelli. Il coupe toutes les gorges sur son passage et fait de belles tranchées dans les murs. Pour les impacts du disque sur les murs, des petites cartouches de petit calibre étaient alignées, il en fallait à peu près 54 je crois par trait, et explosèrent le mur sur le passage pour un effet garanti. Pour les armes à feu qui sont absolument spectaculaires, la production va utiliser le Calico 950, modifié bien sûr, et le bordel qu'il faut à chaque tir est vraiment impressionnant. Bien sûr, les deux aliens vont trouver la mort pendant le film. Le premier, le gentil Azek, prenant une décharge de ce flingue dans le bide, va carrément imploser dans la voiture de Kane. Les maquillages de Tony Garner pour la mort donc de Jay Bilas impliqueront des prothèses sur son visage et sur ses bras qui font comme des crevasses. Ces crevasses, elles, sont pleines de petites lumières qui sont insérées dedans. Et il fabriquera aussi une fausse bouche avec une lampe rouge dedans. Pour la mort de Talek, bien sûr, là c'est un faux corps qui est bien sûr empalé dans un tuyau avant son explosion finale, après avoir quand même reçu plusieurs coups de fusil à pompe où on voit bien le yaourt blanc. Le corps qui explose était rempli d'une mousse inflammable et seules les mains et les têtes étaient travaillées en maquillage. Je suis venu en paix. Il fallait que le spectateur soit sûr que le méchant ne reviendrait pas. Bon, je pense que là, on peut se dire qu'il y a peu de chances pour qu'il revienne, même si Hughes avait annoncé en 2016 qu'un second volet serait tourné. Bon, on est en 2022, on n'a toujours rien, je pense que c'est mort.
Et tu vas nous la foutre la paix maintenant, connard. Sorti en DVD chez MGM après avoir possédé le laserdisc américain, je ne cachais pas ma joie de chroniquer ce film en hurlant aux voisins « Dark Angel !» à tout va. C'est étonnamment le plaisir coupable que l'on a à revoir ce bis galactique. C'est même une bouse intergalactique et presque à la limite du nanar ou du buddy movie, polar, science-fiction, fantastique et horreur qui se mélangent dans cette enveloppe très série B voire Z mais qui reste totalement jouissive quand on le regarde. C'est à voir entre amis, bourré à la bière jusqu'à plus soif. Je mets bien sûr à ce film une note étonnante, un bon 3,5 sur 6, parce que bordel de merde, c'est toujours drôle à voir, impossible à tourner aujourd'hui, ne serait-ce que pour le nombre de fois où Dolph insulte les méchants de PD, et surtout impossible à détester. C'est un film vraiment un plaisir coupable. Alors que, voilà, vous allez voir, si vous vraiment vous arrêtez sur les plans, vous allez voir que c'est à chier, mais on aime ça, on en redemande, c'est des films qu'on fait plus. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo, que vous aimez le film ou pas, et vous nous direz les raisons, on en discutera dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, pouce haut, pouce bas, des tipis si vous voulez, et puis je vous dis à bientôt, bye bye. Je te l'ai promis, non? Et où est-ce qu'on va en fait? Eh ben, je pensais à Rio. Ah, non, non.